Et maintenant, on va passer à la dernière conférence de cette matinée et je vais donner la parole à Bruno Détourné. Alors, Bruno Détourné, il est médecin, il est docteur en médecine, il est aussi diplômé de l'ESSEC, École supérieure des sciences économiques et commerciales. Il est le directeur général des SEMCA, qui est un bureau de conseil dans le domaine de la santé. Et depuis 30 ans, il travaille dans le champ de l'économie de la santé et de l'évaluation médico-économique. Il a un nombre de publications phénoménales et je pense que c'est quelqu'un qu'on a envie d'écouter, d'entendre dans ce qu'il a à nous dire sur le fardeau économique des maladies rares. Merci beaucoup, Bruno Détourné, pour votre présentation. Bien, bonjour à tous. J'espère que vous voyez ma présentation. Parfait. Je voudrais tout d'abord remercier à mon tour la Fondation Maladies Rares pour cette invitation qui me permet d'évoquer la place de l'économie de la santé appliquée au champ des maladies rares. La Fondation avait souhaité s'ouvrir à cette dimension économique il y a quelques années, avait réuni pour ce faire un groupe d'économistes de la santé présidé par le professeur Pierre Lévy. Et c'est à l'issue des réflexions conduites par ce groupe que des premiers travaux ont été engagés. J'ai le plaisir de vous présenter ici une première étude qui a été conduite avec le soutien de la Fondation IRSEM, que je remercie ici, sur les questions du fardeau économique collectif de ces pathologies. Comme vous le verrez, ce sujet soulève un certain nombre de questions de recherche qui justifient du titre de ma présentation. Alors, au-delà de l'enjeu de santé publique qu'elle représente, les maladies rares, comme toutes les pathologies d'ailleurs, soulèvent différentes questions au plan économique. Qu'il s'agisse de mesurer le fardeau économique et social qui leur est associé, d'évaluer l'efficience des interventions qui visent la prévention, le diagnostic, l'accompagnement des patients, de s'interroger sur les problématiques d'équité ou d'organisation sous-jacente, de proposer des modèles de financement de la recherche ou de la production des biens, programmes et services ayant démontré leur intérêt. Et enfin aussi d'examiner les dispositifs assurantiels envisageables. Rassurez-vous, on ne va pas traiter ici de toutes ces questions, mais aborder simplement celle de la mesure du fardeau économique et social. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le fardeau des maladies? Tout le monde en parle, vous voyez cette terminologie très souvent. Alors bien sûr, quand on parle de fardeau, on parle d'abord de fardeau épidémiologique, de mortalité, de morbidité, de handicap. On peut s'intéresser aussi au fardeau sur le plan de la qualité de vie, qui a d'ailleurs deux composantes. Une composante qui relève d'une vision psychométrique, mais aussi une composante qui relève de l'économie. Et enfin, quand on évoque la notion de fardeau, on parle de fardeau économique pour traiter de deux sujets. Un sujet qui aborde la consommation de soins des personnes malades et un sujet qui porte plutôt sur l'identification des coûts attribuables à la pathologie. Alors, les coûts attribuables à une maladie, eux-mêmes se décomposent en coûts directs et en coûts indirects. Les coûts indirects sont liés aux portes de production, liés au handicap et conséquences de la maladie. Les coûts directs sont des coûts directs médicaux ou non médicaux. Dans toutes ces réflexions, il faut un cadrage. Parce que, et là, des difficultés commencent à apparaître. La première question, c'est quel est le panier de soins que l'on doit prendre en compte pour conduire ces études? Est-ce qu'on doit s'intéresser uniquement aux soins médicaux ou est-ce qu'on peut élargir les choses pour prendre en compte également des éléments qui relèvent des conditions de vie, voire du bien-être, du confort
des personnes malades. On doit aussi s'interroger sur le fait d'intégrer ou non, de rechercher à identifier le fardeau de la pathologie elle-même ou de la pathologie et de ses conséquences. Ces conséquences pouvant être des complications médicales, des séquelles sur plus ou moins longtemps. Deuxième aspect important, évidemment, quand on réfléchit à ces questions, il faut se fixer un horizon temporel. Il faut se fixer un horizon temporel parce que, bien sûr, le coût n'est pas une dimension indépendante du temps d'observation. Il faut définir le coût sur une année, le coût sur une vie, en tout cas fixer la période qui fera l'objet de l'analyse. Et enfin, il faut également s'attacher à définir la perspective. Le coût pour un agent économique n'est pas le coût pour l'ensemble des agents, c'est-à-dire la société. Et le coût pour un agent peut être très différent de celui pour un autre agent. On n'est pas ici dans des mesures physiques, on est dans des mesures économiques qui dépendent évidemment du point de vue dans lequel on se place. Si ma slide voulait bien passer, ça, je suis un peu bloqué. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à faire défiler. Ah. Alors, quand on fait ce type d'analyse, donc on peut s'intéresser donc à la consommation de soins au sens collectif, relative à une pathologie, ou au sens d'un agent économique particulier, et l'agent que l'on retient le plus souvent, c'est le payeur principal. Dans notre pays, le payeur principal reste quand même l'assurance maladie, et quand on parle donc d'analyse du fardeau économique des pathologies, on évoque souvent les dépenses pour l'assurance maladie. Bien sûr, on a la même différenciation si on s'intéresse uniquement aux coûts attribuables. Je voulais juste vous préciser ici qu'il y a d'autres indicateurs qui sont parfois utilisés, qui sont même très souvent utilisés, pour estimer les questions de fardeau, et en particulier deux terminologies qui reviennent très souvent dans la littérature économique. La notion de dailies, qui est l'indicateur principal mobilisé par l'OMS pour caractériser la notion de fardeau des pathologies. Les dailies, c'est quoi? Ce sont les années de vie perdues plus les années de vie vécues avec une incapacité pondérée par un critère qui traduit aujourd'hui des préférences sociétales qui sont elles-mêmes orientées en partie par les conséquences économiques de la pathologie. Donc le DAILY se veut être un indicateur global qui intègre à la fois une dimension épidémiologique de morbidité et de mortalité, mais également un critère qui intègre les conséquences économiques potentielles des pathologies. Dans l'évaluation économique des produits de santé et des programmes de santé, on utilise plutôt un autre indicateur agrégé qui est le QALY, qui correspond à l'année de vie pondérée par un coefficient d'utilité qui reflète les préférences collectives pour chaque état de santé. Et ces préférences collectives, à leur tour, intègrent des effets revenus, la prise en compte des coûts des soins, et on peut penser donc ici que là aussi, on est sur un indicateur agrégé qui se veut prendre en compte à la fois les effets d'une pathologie sur le bien-être et ses conséquences économiques. Les méthodes d'estimation du fardeau, il y en a plusieurs, mais elles sont de plus en plus souvent dites ascendantes. L'idée est d'identifier les consommations de soins d'une population malade, si possible par poste des dépenses, de valoriser monétairement ces consommations de soins,
de les comparer avec les consommations de soins d'une population témoin pour estimer le fardeau attribuable à la maladie. Et enfin, dans une dernière étape, extrapoler ce différentiel à l'ensemble de la population malade ou sur la vie entière. Pour aboutir, pour conduire ces travaux, il nous faut des sources. Les sources, elles proviennent soit d'enquêtes effectuées directement auprès des malades et de leurs familles ou auprès des professionnels de santé qui sont en charge de ces malades. Une autre possibilité plus récente est offerte par l'utilisation des bases de données disponibles, des différents registres, cohortes existants, ou les bases de données médico-administratives pour lesquelles on peut utiliser secondairement les données collectées dans le cadre d'extraction. Évidemment, l'idéal est de combiner les deux approches, à la fois extraire des données déjà recueillies et les analyser et les compléter par des enquêtes directement auprès des populations concernées. Alors, pourquoi j'ai intitulé ma présentation l'évaluation économique du fardeau des maladies, une gageure? Eh bien, parce que dans le cadre des maladies rares, on a beaucoup de difficultés pour conduire ce type de travaux. La première de ces difficultés, elle n'est pas propre à l'analyse économique, c'est la question difficile de l'identification des cas dans le cadre des maladies rares, du fait des problèmes de retard au diagnostic et donc des sous-estimations assez fortes du nombre de personnes concernées à un moment donné, mais également du fait des problèmes de codification avec, à ce niveau-là, des difficultés importantes. Les principales classifications internationales sur lesquelles on se réfère ne prennent pas en compte l'ensemble des maladies rares d'intérêt. Le deuxième problème que l'on a dans le cadre des maladies rares, c'est que, bien sûr, elles se traduisent par une prise en charge sanitaire, des soins. Mais elles entraînent aussi, ces pathologies, de nombreuses autres consommations qui sont parfois à la limite du sanitaire, avec des implications qui sont importantes en termes de dépenses sur des sujets qui concernent l'habitat, le transport, l'éducation, la vie sociale. Et bien sûr, à ce niveau-là, il faut cadrer un peu les choses, savoir où on s'arrête, qu'est-ce qu'on intègre ou pas dans l'analyse. De la même façon, je vous ai parlé d'horizon temporel précédemment, mais les conséquences des maladies rares sont souvent sur la vie entière. On est face à des pathologies chroniques qui se traduisent par de lourds handicaps physiques, psychiques, sociaux. Et là-dessus également, il y a une difficulté particulière dans le travail économique, de réflexion économique sur ces maladies. Il y a beaucoup d'externalités, par ailleurs, car la maladie rare en elle-même nécessite souvent une implication importante de l'entourage, des aidants, et avec également des conséquences économiques. Enfin, les parcours des patients présentant des maladies rares sont caractérisés par une errance particulière, une multidisciplinarité des suivis qui rend évidemment complexe toutes ces analyses. Alors, si j'arrivais à passer mes slides, ça serait quand même plus efficace. Je suis revenu en arrière. Je vais donc vous présenter ici une première étude exploratoire qui a été conduite sous l'égide de la Fondation des maladies rares,
qui essayait de constituer une première analyse combinant à la fois une exploitation des bases de données médico-administratives, le SNDS, le Système national de données de santé, et une enquête auprès de patients pour estimer le coût d'un ensemble de pathologies qui nous paraissaient intéressantes à cibler. Dans un premier temps, une réflexion a été conduite sur le choix des pathologies pour essayer d'identifier, à partir des classifications et ontologies de maladies disponibles, celles qui pouvaient faire l'objet de cette démarche. Un certain nombre d'échanges ont eu lieu avec les équipes de référence en matière de classification. On a également interrogé les experts de différentes pathologies pour finalement identifier seulement 5 pathologies sur lesquelles il nous semblait faisable de conduire cette étude. On a donc extrait dans le SNDS les données de consommation des soins sur une période de 5 ans des patients concernés par ces pathologies. Et puis, on a effectué, comme je vous l'ai expliqué, une comparaison avec un groupe témoin apparié selon l'âge, le sexe, la région de résidence, et compléter cette approche par une enquête auprès de patients. Je ne vous présenterai ici qu'un des volets de cette enquête conduit auprès de patients atteints d'une des pathologies d'intérêt. L'idée était de contacter directement les familles des patients concernés au travers d'entretiens téléphoniques avec une grille standardisée, d'essayer d'estimer les dépenses des familles qui n'étaient pas présentes dans le système national de données de santé sur une année de consommation de soins. Alors, le résultat, je vous l'ai dit, portait sur 5 pathologies d'intérêt, le syndrome de Rett, la drépanocytose, le syndrome de Marfan, la SMA, mais pas de type 1, et la maladie de Willebrand. On a pu, dans les bases du SNDS, identifier les populations présentant ces pathologies à partir d'algorithmes d'identification. Vous avez une description ici sommaire des aspects démographiques des populations concernées. Et nous avons donc regardé dans ces bases quelle était la dépense sur une année pleine attribuable à ces patients, avec des dépenses qui varient entre 13 000 € et 5 000 € pour le syndrome de Marfan, donc une assez large, même 18 000 € pour la SMA, une assez large fourchette. Bien sûr, ces dépenses ont été comparées donc à celles d'une population témoin appariée pour aboutir aux résultats en termes de coûts attribuables à la maladie, avec, vous le voyez, pour la SMA, 17 000 €, pour le syndrome de Marfan, un surcoût attribuable à la maladie de seulement 3 300 €, se répartissant en soins de ville ou en soins hospitaliers. L'avantage de ces études, c'est qu'on peut descendre, on peut affiner ces analyses, descendre par poste de consommation, voire par produit. Et on peut ainsi comparer la répartition des coûts entre les différentes pathologies que l'on a étudiées. Et donc, pour la SMA, vous voyez que c'est essentiellement des coûts de matériel médical qui apparaissent, alors que pour la drépanocytose, c'est plutôt des coûts de pharmacie ou produits dérivés, et comme pour la maladie de Willebrand, ce qui est assez normal. On voit également le poids des soins de suite et de réadaptation. On peut extrapoler ces données à l'ensemble des populations concernées et estimer ainsi un fardeau collectif qui est évalué entre 10 millions € et 184 millions € selon les pathologies, ce qui reste particulièrement faible au regard des dépenses de santé en France. Chaque pathologie, chaque maladie rare,
se traduit par un coût finalement très modeste au regard de l'ensemble des dépenses de santé. Évidemment, compte tenu du grand nombre de maladies rares, le poids devient nettement plus important. Parallèlement donc à l'analyse des bases, une enquête a été conduite pour essayer d'estimer des restes à charge, finalement, des restes à charge hors dispositif de couverture sociale en France. Et on s'est aperçu que ces restes à charge, en interrogeant les familles, sont parfois relativement importants. Dans le cadre de la maladie de Rett, la dépense moyenne relative non remboursée ou partiellement remboursée, ou remboursée par des assureurs complémentaires éventuellement, s'élève quand même à 1 600 € pour l'ensemble des familles interrogées. Il y a également des restes à charge pour des produits pharmaceutiques, qu'il s'agisse, alors ce sont des produits d'usage courant, des couches, des lingettes, du coton, des vitamines, des produits d'hydratation, mais tout ça, c'est une dépense qui est supportée par les familles des patients concernés. De même, pour ce qui est des aides techniques, les équipements permettant le déplacement, qui se traduisent par des restes à charge qui peuvent être considérables, qui sont difficiles à estimer sur une année parce que ces équipements sont souvent utilisés sur une durée longue. Il faudrait donc considérer un amortissement avec des exemples de restes à charge pour une poussette adaptée qui vont jusqu'à 3 000 € par poussette, avec 2 à 3 poussettes nécessaires sur toute la croissance des enfants concernés. Pas de prise en charge non plus du matériel d'occasion qui peut être acheté. Enfin, plein de questions qui peuvent se poser dans ce domaine. De même pour les dépenses d'aménagement de l'habitat ou de la voiture. Il faut parfois avoir une salle de bain adaptée avec une baignoire à porte, un élévateur, des revêtements antidérapants, avec des montants de travaux très importants, et également pour des dépenses relatives à l'aménagement du véhicule, des véhicules de transport. Donc, des restes à charge importants, difficiles à estimer pour les familles sur une année, sachant qu'en plus, la maladie se traduit parfois par des conséquences sociales considérables, impliquant un déménagement. 46% des familles qu'on a interrogées sur la maladie de Rett avaient déjà déménagé du fait de la pathologie de leur fille, puisque c'est une maladie qui atteint essentiellement les filles. Une bonne partie des familles avaient dû aussi modifier leur activité professionnelle. Et puis, bien sûr, il faut parfois recourir à une aide ménagère, une assistante de vie, et bénéficier de l'aide de l'entourage familial ou amical. Plus de la moitié des familles ont finalement déclaré avoir déjà renoncé à certains soins, services ou matériels à cause d'un problème de financement. Donc la question du fardeau, c'est aussi la question du financement des soins pour les patients et les familles concernées. On est donc bien devant peut-être une gageure. Estimer le fardeau économique collectif des maladies rares, ça suppose de combiner des approches méthodologiques qui sont assez complexes à mettre en œuvre, avec une difficulté qui est liée au repérage direct dans les bases de données économiques d'une façon générale. Et puis, une autre difficulté qui est liée au fait que ces bases ne permettent pas de documenter de nombreux coûts supportés par les patients et leurs familles, et qu'il est difficile d'arriver, enfin c'est un travail compliqué, d'identifier ces coûts par interrogation directe de ces acteurs. Alors, idéalement, on peut se dire que l'appariement qui est de plus en plus facile entre les bases de données, on va dire, de suivi clinique des patients et les données médico-administratives
devrait permettre d'ouvrir, de faciliter en tout cas la conduite d'études un peu plus systématiques. Mais de toute façon, il faudra aller au-delà, continuer à aller au-delà par interrogation directe, on va dire d'ordre sociologique et économique des familles concernées pour identifier réellement ces questions de fardeau économique. Une opportunité… Monsieur Détourné, excusez-moi de vous dire… D'accord. J'ai fini. Je voulais juste vous dire un dernier mot sur l'opportunité qu'offre peut-être la Banque nationale de données maladies rares, qui est un projet prioritaire du plan national maladies rares financé par le ministère de la Santé, qui est donc un entrepôt de données qui réunit maintenant un grand nombre d'établissements de santé, un grand nombre de pathologies, et qui va être apparié normalement, systématiquement, dans le cadre d'un entrepôt de données avec les informations du système national de données de santé, donc toutes les données, on va dire, de consommation de soins qui sont identifiées par l'assurance maladie et les établissements. Ce projet est en cours et devrait donc donner une nouvelle impulsion aux études économiques dans le cadre des maladies rares. Je vous remercie à nouveau pour la possibilité qui est offerte par la Fondation de s'intéresser à ces sujets qui restent encore trop peu banalisés à ce jour. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est vraiment une intervention extrêmement importante et pertinente, et je pense que l'avenir va être beaucoup centré sur cette question de la notion des bénéfices et de fardeau. Je trouve que la notion des bénéfices n'est pas regardée, appréciée de la même manière par les économistes, par les médecins et par les familles, et qu'il y a parfois des conflits, va être beaucoup centré sur cette question de la notion des bénéfices et de fardeau. Je trouve que la notion des bénéfices n'est pas regardée, appréciée de la même manière par les économistes, par les médecins et par les familles, et qu'il y a parfois des conflits, des visions de qu'est-ce que c'est le bénéfice qui sont très importants actuellement, notamment avec l'arrivée des biothérapies. Oui, l'arrivée des biothérapies pose des problèmes très importants qui ne sont pas forcément à rattacher à la question du fardeau, mais plutôt à la question de l'efficience de ces interventions, c'est-à-dire du rapport différentiel entre les coûts induits et les bénéfices que vous évoquez. C'est là peut-être la question centrale, plus que celle encore du fardeau collectif. Néanmoins, les politiques sont très sensibles dans leurs choix, dans leurs orientations, à ces conséquences économiques globales des pathologies. Et c'est un des éléments de priorisation de leurs actions vers tel ou tel champ de la santé. Merci beaucoup. Daniel? Merci Bruno, merci Marcella. Donc, effectivement, c'est une étude qui peut-être lance le débat et qu'il faudra poursuivre. Et peut-être qu'un jour, nous aurons plus de temps à consacrer à toutes ces questions socio-économiques à la Fondation Maladies Rares. Je remercie la Fondation d'entreprise IRSEM qui a financé cette étude, sans quoi elle n'aurait pas vu le jour.